Street Footballman. Donc aujourd'hui, on est présent avec DJ Skizz dans la street, un grand DJ de la street, pas connu pour certains ici, mais très connu à l'extérieur de la France et surtout en dehors de la street, en Europe et aux États-Unis surtout. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir DJ? Je considère sans aucune prétention que c'est la profession qui m'a choisi. Je m'explique de la façon suivante. Étant petit, j'étais passionné de basket, mais j'ai grandi une partie de mon adolescence à Boston et une partie à Paris. Et à Boston, mon référent, c'était mon cousin, DJ Double E. N'ayant pas de grand frère, c'était mon modèle à suivre. Et je voyais qu'il avait du succès avec les filles, qu'il gagnait de l'argent, qu'il avait une belle voiture. Donc avec mes yeux d'adolescent, je voulais absolument lui ressembler. Donc quand je suis retourné en France, j'ai dit à ma mère, maman, je veux devenir DJ. Elle a dit, c'est quoi ça, DJ? Et il a fallu que je m'explique que c'était les messieurs qui mettent la musique en boîte de nuit. Oula, qu'est-ce que j'avais pas dit là, sachant que nous, mes parents surtout, étaient des personnes très pieuses. Donc l'univers des boîtes de nuit, tout ça, c'était pas quelque chose qui faisait partie de leur culture, donc c'était hors de question. Donc du coup, je me suis dirigé vers ce que l'on appelle le turntablisme. Alors le turntablisme, pour les non-initiés, c'est tel un guitariste qui fait usage d'une guitare, on dit que c'est un guitariste, un saxophoniste d'un saxophone. Alors il y a des personnes telles que DJ Qbert, pour ne citer que lui, ont décidé qu'une platine en anglais se dit turntable. Alors si on fait usage de la platine, eh ben, on est un turntablist. Donc du coup, c'est axé plus sur la technique. Donc tout ce qui est scratch, passe-passe, beat juggling et tout ça. Donc je me suis plus dirigé là-dedans et c'est devenu une passion, comme un sport. Donc là, il n'y avait absolument pas de plan de carrière, c'était juste un défouloir technique, etc. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, toi qui as commencé au début, en tant que DJ il y a déjà bien plus de 10-15 ans, comment tu vois l'évolution de ce métier aujourd'hui? Alors le métier a évolué avec la technologie, avec les tendances musicales aussi. Un DJ dans le temps était soit un DJ hip-hop, soit un DJ house, électro, un DJ techno. Ça tend à plus être comme ça. En tout cas, moi, à l'heure d'aujourd'hui, qui évolue sur la scène internationale, je ne rentre plus dans les cases de t'es un DJ ci, t'es un DJ ça. Moi je suis un DJ, il y a un terme américain qui existe pour le style que je fais actuellement, ça s'appelle un DJ open format. Je le dis en français sans l'accent anglais, mais c'est open format, comme ça on comprend bien ce que ça veut dire. Je suis pas un DJ généraliste, mais je suis un DJ open format, ce qui veut dire que je compose mon style avec des courants musicaux que j'ai choisis pour créer un panel. Donc à savoir, le hip-hop, c'est d'où je viens, c'est ma base, voilà. Comme disait Roca, le hip-hop, mon royaume, mon home sweet home, tu vois. Donc le hip-hop, forcément les musiques électroniques. Donc pour les non-initiés, on pense toujours à électro et à house, mais il y a la trap. Il y a le twerk. Le twerk, c'est pas de la musique, c'est une danse. Mais c'est identifié comme de la musique maintenant, parce que c'est les musiques des boîtes de nuit US en fait, les boîtes de strip surtout. Donc voilà. Mais sinon l'aspect business aussi, un DJ n'est plus un passeur de son. Un DJ est une pièce maîtresse dans l'organisation d'une soirée, d'un concert, d'un événement tel qu'un festival, etc. Sachant qu'il y a des DJ à l'heure d'aujourd'hui qui remplissent des stades à eux seuls. Donc le DJ a vraiment pris une proportion de superstar pour ceux qui arrivent à s'en sortir. Je parlais de la technologie, ça sert et ça dessert la profession aussi, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, toute personne capable d'acheter
un Serato, d'acheter un ordinateur, peut se prétendre DJ. Parce qu'avant, il fallait acheter les disques, etc. Donc tu avais des mecs comme moi et d'autres confrères qui avaient un job à côté, et on allait chez LTD à Châtelet, chez Ticaret, chez Sound Record, etc. pour acheter nos vinyles, etc. Et tu rentrais chez toi, tu étais content, tu refaisais le monde en pensant, tu vois, en te projetant, mixer dans les plus grands clubs, etc. Et c'était onéreux. Donc pour s'en sortir, tu avais les gars, ils faisaient quoi? Des mixtapes. On faisait des mixtapes qui permettaient justement, dans les mêmes stores où on achetait les disques, on faisait des dépôts-ventes qui nous permettaient en fait de faire un roulement. C'est perçu maintenant un peu comme les footballeurs, tu vois, genre un ascenseur social. Donc maintenant, de plus en plus de jeunes viennent au métier de DJ, non pas par passion, par la projection d'un avenir meilleur. Elle n'a pas du gain, mais tout le monde n'est pas Monsieur David Guetta, par exemple. Et donc ça biaise un peu le jeu, mais c'est comme ça. Je suis DJ depuis environ une quinzaine d'années, donc j'arrive à être assez précis parce que quand j'ai commencé ma carrière, j'étais aussi en devenir pour être papa pour la première fois. Donc c'est un peu mon point de référence. Et j'ai commencé donc en tant que turntabliste. Donc j'avais commencé à faire ma place, faire des exhibitions pour le samedi aux côtés de DJ qui me mettaient des étoiles dans les yeux, genre Crazy Bee, etc. Et ce genre de doyen en fait. Et très vite d'avoir pu avoir mon nom à coller au leur, c'était quelque chose d'inespéré pour un mec en fait qui autodidacte, qui apprenait dans sa chambre là, avec les vidéos de Qbert qui m'ont empêché de dormir la nuit. Donc finalement j'ai réussi à me développer mon style, et par la suite oui, quand ma copine était bien enceinte et qu'il fallait faire face à certaines réalités financières, et lors d'une démo que j'ai fait dans un festival peut-être que vous connaissez, c'est Ligne 13, un festival qui date, hein. Et je me suis rendu compte que la technique, j'avais fait un show technique, j'ai fait un bide parce que les gens ne comprenaient rien à ce que je faisais. Pour eux c'était du bruit, le scratch, je gesticulais et tout. Je dis, et en fait j'ai repensé mon métier, j'ai dit faut que je fasse danser les gens. Pour moi c'était un échec cuisant et je pouvais pas rester là-dessus. Donc du coup je suis devenu DJ plus axé clubbing, et j'ai fait une rencontre déterminante, celle de Frankie, qui était le producteur des soirées Mike Production. C'était les plus grosses soirées hip-hop à Paris, avec Master Groove à l'époque. Tu avais le Double H qui officiait pour Master Groove. Et Frankie, lui, il est sorti de nulle part. Il a dit voilà, moi aussi, je veux leur tenir la dragée haute. Donc Frankie a très vite fait des soirées. On était les premiers à être sponsorisés par MCM, les premiers à être suivis par Ado, par Génération, etc. Donc du coup, moi, ça m'a donné une exposition inespérée pour un jeune DJ comme ça. Donc très vite, aux côtés de DJ Posca, Goldfingers, Cost, j'ai évolué, j'ai fait mon petit chemin. Et comme je parlais de mixtape tout à l'heure, j'ai toujours eu la courtoisie de dire bonjour, de dire au revoir. Et ça, ce genre de choses, ça marque des vendeurs, ça marque tu rentres dans une boulangerie, tu dis bonjour. Alors il y a un des vendeurs qui m'avait pris en sympathie parce que il trouvait que j'étais vraiment très courtois, même si il checkait tout le monde, mais il trouvait que donc un jour j'étais à Châtelet, il est venu de lui-même me saluer, il m'a dit Skiz, tu sais un truc, t'es mon plus gros acheteur de disques de Neptunes.
pourquoi tu ferais pas une mixtape Neptune? Et moi j'ai toujours aimé les challenges, ne pas faire les choses comme tout le monde, essayer de sortir du lot, même si tu fais la même chose mais tu essaies d'amener une saveur différente. Et les producteurs n'avaient pas encore la hype comme maintenant, tu sais, producteurs superstars, tout ça. J'ai fait ma petite compile sans rien demander à personne. Et j'ai demandé à mon pote, à Monseigneur Mike, qui est rappeur, et j'étais son DJ aussi par la même occasion, de me faire la pochette. Mais Mike, il m'a fait des erreurs de stratégie, parce que lui, il était amoureux de Tyra Banks. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a mis Tyra Banks sur ma pochette de mixtape. Mais la mixtape, du coup, elle a parlé à personne. Et du coup, j'étais un peu frustré, parce que je savais que ma mixtape, elle était valable, mais elle a fait un bide. Et j'ai repensé mon concept, la même mixtape, sans rien changer sur la playlist, même avec la pochette de Tyra Banks, mais du coup, à poser le nom des artistes sur la pochette. Peut-être que ce sera intéressant à faire. Donc j'ai mis les Jay-Z, les Busta Rhymes, les Usher, etc. Tu vois, Et du coup, la mixtape, elle s'est vendue... Du coup, j'étais obligé d'en produire des cartons de 500 pour livrer au magasin, alors que, tu vois, juste une petite erreur stratégique. Et ben, cette mixtape-là, elle a atterri où? Elle a atterri dans les bureaux du magazine L'Affiche de l'époque. Et la mixtape, elle a été plébiscitée et chroniquée mixtape du mois par le magazine. Et du coup, j'ai fait un second volet, parce qu'elle m'a été commandée. La rédactrice en chef du magazine L'Affiche dit on n'écoute que ça au bureau. Et un de ses chroniqueurs m'a tagué de ambassadeur de Neptune. Valérie Atlan, Valou, qui devait faire une interview de Pharrell, qui n'était pas du tout connu en France à l'époque, a cherché à me contacter. J'aimerais bien faire une interview croisée de toi et de Pharrell Williams. Est-ce que ça t'intéresse? Qu'est-ce que tu me racontes là? Et bien sûr que ça m'intéresse, tu vois. Donc du coup, je vais dans son bureau et je pars. Pendant que je suis en route, elle me contacte. Elle me dit, tu sais quoi, moi je suis une nana, je vais lui poser des questions qui n'ont aucune espèce d'intérêt. Toi, t'es Carrie, pose-lui fais l'interview. Je lui dis non, je suis pas Carrie, mais je suis bilingue anglais, il n'y a pas de problème, je fais l'interview. Je fais l'interview, enfin, elle me cale un rendez-vous avec lui à Bastille. Je me présente, oui, DJ Skis, etc. J'ai Pedro Winter, qui est Busy P, le patron de Headbanger, tu vois, Justice, Daft Punk et tout ça, en fait. Lui, il vient et il me fait une farce. Il me dit, c'est toi Skis? Je dis ouais. Il me dit police. Je dis quoi, police et tout. Je commence à paniquer et tout. Il me dit c'est toi qui as fait la mixtape Revenge of the Nerd ou je sais pas quoi là. Je dis oui et tout. Je suis limite, je suis en train de trembler quoi, tu vois. Et il me dit, mais c'est trop de la bombe et tout. Il me dit en plus t'as mis Daft Punk et tout parce que j'avais fait un mix de Daft Punk et Nelly qui n'attendait pas en fait. Genre du coup elle a commencé à me dire hey, tu l'as donné à Pharrell la mixtape. Je dis mais t'es fou, les Américains, droits d'auteur, tout ça, ils vont me taper sur les doigts. Il me dit mais t'es fou, donne-lui la mixtape. Je leur donne la mixtape. Un contre-cœur, tu vois, parce que je dis ça va me desservir. Et il y avait mes contacts dans la mixtape. Je pars et quelques heures après, on m'appelle. La manager de Pharrell, elle m'appelle. Elle me dit oui, allô, on est à l'hôtel Pershing rue de Pierre Charon. Est-ce que tu peux nous rejoindre? Là, j'y vais, mais pas confiant, tu vois. Et là, tout le monde, le manager, la manager, le garde du corps, les accompagnateurs, tout le monde me dit hey, elle est où ma mixtape? Elle est où ma mixtape? Et là, je commence à me détendre un peu. Je dis c'est peut-être de bon augure, donc je donne. Et après, ils faisaient une scène au Hot Brass. Et ils me demandent de la faire avec eux. C'est un rêve ou attends, c'est quoi? Et de fil en aiguille, effectivement, j'ai fait cette scène-là avec eux, ça s'est bien passé. Et après, bon, j'étais connecté. Et quand
le label Virgin voulait sortir l'album In My Mind. Pedro Winter n'a fait ni une ni deux, que je précise, est pote avec Pharrell. À Loskies, il y a la compile de Pharrell à faire pour l'album In My Mind. J'ai dit, attends, vous êtes où? J'arrive. Et puis voilà, et depuis, on est connecté depuis plus d'11 ans. J'ai la connexion avec Pharrell Williams. Et au départ, c'était très bien perçu en France, parce que tout le monde pensait que j'étais américain. Parce que bon, voilà, je revenais fraîchement des États-Unis, donc j'avais un style plutôt américain. Je parlais français peut-être avec un accent aussi. Et donc, mais moi j'ai jamais cultivé ça, j'ai toujours voulu démystifier la chose, dire non, je suis français comme toi. Quand on me demandait un autographe, je dis j'habite à Suresnes, t'inquiète. Et du coup ça a cassé le mythe, ça a cassé. Mais moi je veux pas me mentir à moi-même, je suis pas américain, je suis haïtien et fier de l'être, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir la double culture. Et puis Pharrell, je l'ai même pas rencontré au States, j'ai rencontré ici, tu vois. Donc du coup, j'avais pas envie d'entretenir un mythe et voilà. Mais à l'heure actuelle, quand il est là, je peux le voir avec mes enfants, tout ça. Il connaît mes deux filles. Il attend de faire la connaissance de mon fils. Donc voilà, tu vois, ça paraît surréaliste à certaines personnes que je puisse avoir la promiscuité avec un mec qui est millionnaire, qui a composé pour la terre entière. Mais j'ai cette chance et ce privilège. Et puis en termes d'actualité, bon, je travaille sur pas mal de choses, parce que tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, être DJ, comme je disais, ça ne se limite plus à passer du son. J'ai 3 enfants, j'élève mes enfants de cette façon-là, en étant DJ. Donc, c'est pas en restant à attendre que les plans arrivent, pardon, ou qu'on veuille bien penser à moi. Tu vois, je suis obligé d'aller au devant, travailler mon image, avoir une image qu'on a envie d'acheter. Parce que très sincèrement, quand tu es dans un pays étranger et que tu vois ta tête sur une affiche en 4x3, ça fait plaisir. Et c'est aussi parce que ce club pense avoir quelque chose à vendre autre que ta prestation. Donc voilà, il faut intégrer plein de corps de métier pour pouvoir le faire professionnellement. Et en termes de musique, faut être en phase avec ce qui se fait. Il y a beaucoup de mes confrères qui ne sont plus, qui sont de ma génération ou qui m'ont inspiré à faire ce métier, qui ont commencé un peu avant moi, qui n'ont plus entre guillemets la flamme, parce que ils sont restés, ils se sont pas réinventés. Tu vois, par exemple, mon setup là à la maison, c'est un setup d'un DJ entre guillemets actuel. Pourquoi? J'ai toujours ma petite MK2 chérie, mais j'ai aussi une platine que tu as 99 chances sur 100 de retrouver dans un club, quel qu'il soit, dans quelque pays que ce soit. Donc si t'es pas habitué à travailler avec ce support-là à la maison, quand tu arrives, tu es un peu perdu. Et c'est ce qui m'est arrivé au début. Parce que fervent défenseur du vinyle, non, je mixerai pas sur CD, trouvez-moi des MK2. Non, il n'y a pas d'MK2, ce qu'ils ont fait comment? On ne te paye pas? Bah si, vous allez me payer, je vais mixer. Et voilà, donc je travaille sur plein de projets, notamment des morceaux, parce que à l'heure d'aujourd'hui, un DJ se doit d'avoir des titres qui tournent. Donc je travaille sur des morceaux, je travaille sur des remixes pour des gens connus ou pas connus, je travaille sur l'ouverture de différents clubs, notamment on en a fait un à Copenhague, au Danemark. Là j'en fais un prochainement à Prague, en République tchèque, etc. Donc tu vois, c'est tout le temps occupé à quelque chose. Soirée au Maroc pour un grand complexe qui vient d'ouvrir. C'est vraiment un concept même, je dirais. C'est pas un complexe, c'est un concept.
le Luxembourg, etc. Donc pas mal de bookings étrangers essentiellement. Comme tu disais, à Paris, on me connaît moins, mais c'est aussi un choix. C'est aussi un choix parce que comment dirais-je, je nourris ma famille de cette façon. Et malheureusement, à Paris, qui est reconnue comme une capitale mondiale de la mode, de la musique, l'une des plus belles, la plus belle ville du monde, être DJ à Paris, ça ne paye pas. C'est le succès d'estime, oui, on va dire, ouais, est-ce que c'est un bon DJ ou pas, on peut pas plaire à tout le monde, comme disait l'autre, mais c'est pas avec ça que je te garantis que je vais payer les écoles pour mes enfants, leurs loisirs, leurs activités, mes besoins d'hommes, etc., de père de famille. C'est pas en exerçant ma profession malheureusement en France. Non pas pour dire que l'herbe est plus verte ailleurs, j'y trouve mon intérêt. À savoir que je fais le set, il dure la même durée à Paris qu'à Prague ou qu'à New York ou où tu veux, eh ben, crois-moi, financièrement parlant, ça n'a absolument rien à voir. Et actuellement, j'ai signé avec une agence internationale de booking qui se charge notamment du booking de Rick Ross, de French Montana, de Icon, de Florida, de pas mal de ténors du hip-hop et de la musique mainstream en général. Et j'ai la chance d'être le seul DJ français à figurer parmi leur roster. Et en avril 2014, on démarre une tournée américaine dans laquelle où il y aura Miami, Vegas, j'espère New York parce que c'est ma ville préférée, et etc. Et ça, tout ça se fait. J'ai réussi, si tu veux, à faire tout ça en étant en France, en luttant avec mes armes, et mon savoir-faire, et voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je suis content de l'actualité que j'ai par rapport à mon métier de DJ. Et voilà. Ah, rien, tu vois, c'est la tournée, le nom de la tournée, ça c'est toi là, mec. Ouais, c'est moi là. Le pape, tout. Tu vois, DJ Skizz One, c'est moi. Ouais. Donc voilà pourquoi il faut regarder Street Movie Mag. Ça, c'est un mec de la street. Regardez, c'est ça le travail. Par ces personnes qui sont basées en Outre-Atlantique. DJ Skizz. Parce qu'il y a plein de jeunes DJ qui sont talentueux et qui n'ont pas la chance d'être mis en lumière ou ne pas... Et justement, les difficultés que j'ai pu rencontrer dans mon parcours me permettent de penser à une structure que je suis en train de monter qui s'appelle Damictionnaires. En fait, c'est un jeu de mots pour dire les mixtionnaires, les missionnaires, donc je l'ai appelé Damictionnaires. En fait, c'est une sorte de label dans lequel où je vais regrouper des DJ différents univers et de leur faire profiter de mon réseau international. Parce que tu as des DJ français, la French est reconnue pour le côté musique électronique, mais pas pour le reste. Alors que tu as des DJ qui sont tellement forts, tellement bons. Tu sais, ils sont très forts techniquement, très forts musicalement, mais l'aspect business, il est complètement occulté. Malheureusement, moi je l'ai appris par la force des choses, parce que j'étais comme ça aussi. Je suis un self-made, tu vois, j'ai tout appris en me cassant la figure et tout ça. Je dis, pourquoi lui il arrive, pas moi? Alors je sais mixer aussi bien que lui. Mais regarde comment il travaille son image, regarde comment... Et c'est ces choses-là, des fois, sur lesquelles les jeunes sont négligents, les jeunes DJ, c'est pas qu'ils soient négligents, c'est qu'ils en ont même pas conscience. Des fois, je demande à un mec à qui des doubles bookings. Et moi, je suis pas égoïste, le mec à vouloir garder ses plans parce que j'ai peur qu'un jeune loup arrive et il vole le plan. Non, vas-y, je te place. Et voilà, tu fais le job, il n'y a pas de problème. Et par contre, envoie-moi une bio. Des fois, je demande un press kit. Les gars, ils sont égarés. On dirait que je leur ai demandé la lune. Ils ne savent pas de quoi je leur parle. Il faut que je leur envoie mon modèle de press kit pour qu'ils puissent, eux, là, se mettre en action sous ce label-là, Damictionnaires. C'est quelque chose.
où je vais pallier à tous ces manques que peuvent rencontrer ces jeunes DJ. Je dis DJ, il y aura des beatmakers, etc. Et ça sera vraiment une mise en relation avec des clubs et Dieu merci, j'ai un réseau qui commence à s'étendre bien au-delà de nos frontières. C'est ce que n'ont pas fait beaucoup de nos aînés. Tu vois, nos aînés, ils ont mangé, j'ai pas honte de le dire, ils ont mangé, ils m'ont mis des étoiles dans les yeux, ils m'ont donné envie de faire ce métier, donc je leur en remercie, mais ils ont verrouillé. Même maintenant, tu arrives encore à trouver des... Voilà, ils ont verrouillé. Et moi, j'ai pas cet esprit-là, et je sais que je suis pas éternel, même en tant que DJ, à un moment, tu vois, je reste contemporain parce que je n'accepte absolument pas le label old school. Même si je suis un ancien, comme certains aiment à m'appeler, je considère ça plus comme un atout qu'un inconvénient. T'en as malheureusement, c'est un inconvénient parce que quand on dit t'es old school, ça veut dire que ton temps il est fait, t'es passé. Moi, je considère être quelqu'un de mature, aussi bien humainement qu'artistiquement parlant, et que cette maturité, elle me serve. Donc à avoir un background. Si moi aujourd'hui j'ai envie d'éduquer un jeune public comme j'ai eu à le faire dernièrement à Thionville, à un moment, oui d'accord, je te joue de la trappe, oui je te joue du A$AP Rocky, je te joue de Migos, je suis à jour, il n'y a pas de problème. Mais moi, viens, je te ramène dans les années 80, 90, etc. T'es perdu mon ami, mais c'est ça, c'est ça, alors que tu as beaucoup de jeunes DJ, ça va être les sons que je t'ai cités et ça s'arrête là, il n'y a pas de culture, il y a rien, et c'est dommage. Je donne aussi des cours, je forme des DJ, des DJettes, parce que la femme elle prend une place importante dans ce milieu, et malheureusement tu as beaucoup d'organisateurs et des promoteurs, ils misent sur quoi? Sur leur atout physique, point barre. La nana elle va mixer torse nu, enfin torse nu, sein nu, voilà, non, ça suffit pas. Moi j'ai une petite DJette là, je pourrais vous montrer, on fait des démos ensemble, les gens suivent, les gens sont friands parce que c'est une nana qui présente bien, qui est mimi, etc., tout ce que tu veux, mais elle a une vraie valeur artistique. Et le talent, quoi. Et voilà, et c'est ça aussi en tant que formateur, sans prétention, je dis avec un petit F, hein, formateur, que je mise sur la crédibilité des personnes qui diront oui, j'ai collaboré ou travaillé avec Skills, surtout pour une nana, qu'on ne s'attende pas que ce soit juste une potiche, que ce soit une vraie nana qui sache mixer, scratcher, par contre qui peut arriver en talons, qui arrive comme une femme, tu vois, mais qui va vraiment mettre des DJ pouce-bouton. C'est mon mini laboratoire, parce qu'il y en a un autre plus grand où je travaille vraiment les projets. Ici, on va dire que ça me permet de préparer mes sets. Quand je dis préparer, c'est plus connaître où sont placés mes sons, parce que tu as des DJ avec la technologie, ce qu'ils vont te faire, et ils peuvent du premier son au dernier son savoir quels sons ils vont jouer. Moi je sais pas faire ça, dans le sens où je sais pas à quel public je vais faire face. Donc oui, je prépare les sets dans le sens où, ok, là je sais que j'ai que des nouveautés dans ce dossier là, tu vois. Là je vais avoir un dossier qui va s'appeler Skills Favorite, tu vois, ça va être mes sons préférés du moment ou quoi que je vais jouer, mais tu auras pas un set où il y a marqué tel club, tel club, tel club, parce que c'est ce que la technologie permet de faire. Bon, ça ne regarde que moi, il y en a qui arrivent très bien. Donc voilà, moi je travaille sur Serato essentiellement, et tu as deux logiciels phares pour les DJ modernes. Tu as Traktor et Serato. C'est un peu la petite guerre, tu vois. Ceux qui sont sur Traktor vont te dire c'est mieux, Traktor, Serato c'est mieux. Moi je reconnais les qualités des deux
des deux plateformes. J'ai choisi Serato parce que c'est pour moi, ça correspond plus à un DJ hip-hop. Donc voilà, donc je travaille toujours à l'ancienne, platine MK2, tu vois, avec un timecode qui me permet de contrôler mon Serato. J'ai une table de mixage que tu retrouves dans beaucoup de clubs. Parce qu'en fait, je me suis équipé comme une boîte de nuit. Juste pour retrouver les mêmes sensations. Quand j'arrive, j'ai l'impression d'être à la maison. Tu vois. Donc j'ai la MK2 d'un côté, j'ai la DJM 800 de chez Pioneer. C'est une table voilà, vraiment que tu retrouves dans énormément de clubs. Bon, maintenant, il y a les modèles au-dessus, genre DJM 900, DJM 2000, 900, Nexus, etc. Tout ce que tu veux. Moi, je suis fidèle à ma 900, elle m'est aussi fidèle. Donc j'ai une platine aussi, c'est DJ1000 Pioneer. Parce que, comme j'ai expliqué, au niveau du toucher, ça n'a absolument rien à voir avec du vinyle, etc. Moi, j'aime bien le contact avec la matière. Donc, quand j'arrive en club, ça me gênait de travailler là-dessus. Bon, maintenant, ça devient un peu une seconde nature. Vinyle, quand j'envoie une fiche technique à un organisateur, je lui mets vinyle ou CD. Avant, je mettais que vinyle. Maintenant, je mets vinyle ou CD. Donc, du coup, ça me permet de retrouver mon confort que j'ai à la maison. Après, voilà, comme une petite MPC 500 qui me permet d'être dans l'avion, dans le train, d'être n'importe où et de quand même de pouvoir travailler, faire, si j'ai une idée, de pouvoir la développer. Sinon, je travaille sur deux séquenceurs différents. Donc, je travaille sur Logic et je travaille aussi sur Ableton Live. Les gars, on va se mettre partout. On va partenaire. Ouais, laisse-moi tranquille. On va le prendre avec moi. C'est quoi des bras? Voilà, juste